Bonsoir et merci de nous avoir rejoints. Et bienvenue à notre deuxième présentation sur comment se qualifier pour les championnats du monde UCI Grand Fondo ou justement le Grand Fondo Vosges le 19 mai prochain. Je m'appelle Marvin Faure et je suis le fondateur et gérant d'Alpine Cols, une équipe d'entraîneurs cyclistes basée dans les Alpes. J'ai fait notre première présentation sur la première partie de votre plan d'entraînement le 23 novembre et elle est dorénavant disponible sur notre canal YouTube si vous souhaitez aller le regarder. Ce soir, je présenterai la deuxième partie du plan d'entraînement et enfin, le 2 mai, je présenterai comment aborder la course elle-même afin de réussir votre qualification. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais prendre juste une minute pour parler de notre stage d'entraînement spécifique pour cette course. Il s'agit d'un stage de 4 jours conçu autour du Grand Fond de Vosges pour vous donner les meilleures chances de vous qualifier. Le stage débutera le mercredi 15 mai au soir et comprendra un hébergement de 4 jours ainsi que l'inscription à la course. Le jeudi et le vendredi, nous vous emmènerons en reconnaissance des parties clés de ce parcours et le samedi sera une journée plutôt tranquille avant la course du dimanche. Le ratio entraîneur-coureur sera de 1 à 6, voire mieux, ce qui vous permettrait de bénéficier d'un encadrement très personnalisé. L'accent sera mis sur les techniques de course, à la fois sur le vélo et pendant les séances du soir. Nous ferons des présentations sur des sujets tels que l'analyse de la course, l'élaboration d'un plan de course, le maniement du vélo et le positionnement dans le peloton, la gestion de l'énergie, la nutrition ainsi que les tactiques de course. Et voici une citation typique de l'un de nos clients. Je recommanderais Alpine Cols à toute personne qui souhaite sérieusement améliorer ses compétences sur un vélo. Voilà, on en a plein comme ça. Les gens aiment beaucoup ce qu'on fait, donc pourquoi pas vous? Allez, fermeture de la page de pub. Parlons maintenant de l'entraînement. Mais parler de l'entraînement pour se qualifier pour les championnats du monde n'a guère de sens tant qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire pour réussir. Voyons donc ce qui s'est passé en 2023. Là, il s'agit des temps d'arrivée et des vitesses moyennes de la dernière personne à se qualifier dans chaque catégorie du Grand Fondo. La règle veut que les premiers 25% soient qualifiés. Ainsi, en fonction de votre âge, en 2023, vous devez atteindre une vitesse moyenne comprise entre 29, si vous aviez 55 ans ou plus, et 32,7 km par heure. Compte tenu du dénivelé du parcours, il s'agit d'un niveau élevé. Il ne faut pas se tromper. Il n'y a aucune raison de s'attendre à ce qu'il soit autrement en 2024. En ce qui concerne le médio fondo, voici les mêmes données pour les hommes de 60 ans et plus et pour toutes les femmes. Bon, je ne vais pas les commenter en détail, toutes ces données, si ce n'est pour dire qu'il s'agit là aussi d'un niveau assez élevé. N'oubliez pas que la vitesse moyenne est calculée sur un parcours avec beaucoup de dénivelé. Vous ne pouvez donc pas le comparer à votre vitesse moyenne sur un parcours plat. Il faut surtout comparer des choses qui sont comparables. Donc, pour en revenir à ma question, que faut-il faire pour atteindre au moins ces vitesses moyennes du dernier qualifié? Pour ceux qui ont déjà vu la première partie, il s'agit d'un rappel. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous recommande d'écouter la vidéo sur YouTube pour mieux comprendre, parce que là, je vais aller vite. Les caractéristiques physiques les plus importantes à prendre en compte sont les suivantes. Un rapport poids-puissance élevé pour les montées, une excellente endurance aérobie pour passer les 5 à 6 heures de vélo avec de nombreuses montées. Et en outre, il faut une force mentale, parce que ça va être dur, une bonne technique en montée et en descente, la capacité à bien adapter son allure et enfin la capacité à s'alimenter suffisamment pour tous ces efforts. Votre plan d'entraînement doit donc tenir compte de tous ces points. Dans la première partie, j'ai présenté assez longuement ces principes généraux et la structure de notre plan d'entraînement. Donc, je vais passer très vite ici à titre d'aide-mémoire simplement. Donc, il faut d'abord faire de votre qualification une priorité. Il faut être très régulier. Comme on dit en anglais, train hard to race easy. Il faut construire une base aérobie solide. Il faut développer votre capacité à oxyder les lipides en priorité par rapport aux glucides.
Il faut développer votre résistance musculaire pour pouvoir rouler vite dans les montées pour rester dans le peloton. Il faut faire autant de dénivelé que possible, bien évidemment. Il faut augmenter progressivement la charge parce que sinon vous ne le tiendrez pas. Il faut surtout récupérer entre entraînements pour devenir plus fort. Il faut servir votre capacité à supporter une charge élevée. Et enfin, il faut travailler vos compétences techniques. Voilà donc toute une liste de choses qu'il faut développer au fil des mois à venir. Le plan que l'on a déjà présenté dont je vous présente la deuxième partie aujourd'hui comporte trois phases ou périodes. Donc la préparation qui se termine dans une semaine, on est à la fin de la phase de préparation. La phase de pré-compétition qui va de la mi-février au début mai. Et enfin la compétition ou la phase d'affûtage pour les dernières 7 à 10 jours. Aujourd'hui, donc, je me focalise sur la phase de pré-compétition. Voici notre plan d'entraînement cadre que vous pouvez télécharger sur le site du Grand Fond de Vosges sous la rubrique plan d'entraînement ou simplement vous m'envoyez un email pour le demander, je vous l'enverrai. Comme j'ai dit lors de la première présentation, il s'agit d'un cadre et non d'un plan d'entraînement détaillé par jour. L'idée est que vous preniez ce cadre et que vous élaborez votre propre plan d'entraînement qui sera parfaitement adapté à vos besoins. Parce que moi, je ne vous connais pas. Il est totalement impossible de créer un plan d'entraînement qui convient à tout le monde, enfin le même plan qui convient à tout le monde. Donc, il faut que vous compreniez les principes et ensuite vous l'adaptez pour vous-même. Voici la deuxième page de ce plan que vous trouverez encore une fois sur le site. Cette deuxième page contient les semaines types et les propositions de séances. Je vous rappelle que plus vous êtes expérimenté et plus vous souhaitez faire la course et vraiment courir devant, plus vous devez faire des séances en fractionné et travailler les intensités élevées. Mais je déconseillerais quand même de les faire plus que 2 fois par semaine, sinon vous allez vous surentraîner. Voyons maintenant ce qui devrait figurer dans la deuxième partie de votre plan d'entraînement d'ici au mois de mai. Voici les principaux objectifs à atteindre pendant cette période. Premièrement, renforcez votre endurance aérobie afin de pouvoir rouler fort jusqu'à 6 heures sans fatigue excessive. Deuxièmement, travaillez sur la durabilité, c'est-à-dire la capacité à répéter les ascensions sans perte de puissance. Troisièmement, optimisez votre alimentation afin d'alimenter correctement votre entraînement, de faciliter l'oxydation des graisses et enfin d'entraîner votre tube digestif à la grande quantité de glucides que vous devez manger pendant la course. Voilà, c'est ces trois objectifs différents. On va voir comment les atteindre concernant la nutrition. Quatrièmement, il est important de simuler les conditions de la course au moins 2 ou 3 fois avant l'épreuve. Et enfin, il faut inclure quelques exercices pour affûter vos compétences techniques telles que rouler vite en peloton, euh, grimper, descendre rapidement, prendre des virages à vitesse élevée, etc. Donc voyons maintenant comment renforcer votre endurance aérobie. En fait, à la limite, c'est tout simple, hein, c'est pas très compliqué. Vous devez faire autant de longues sorties que possible. L'indicateur clé est le temps et non la distance. Si votre objectif est la distance, vous serez tenté de rouler plus vite pour finir plus tôt, ce qui est contraire à votre objectif, qui est de mettre des heures de selle, en fait. L'objectif de ces sorties longues est de développer votre endurance aérobie et votre capacité à brûler les graisses, ce qui est optimal à un niveau d'intensité faible. Fixez-vous donc un objectif de durée et non de distance et assurez-vous de rester en dessous du premier seuil aérobie, dont on parlera plus tout à l'heure. Pour la plupart des gens, cela signifie pas plus que 60% de votre fréquence cardiaque max ou de votre FTP, la puissance que vous pouvez tenir pendant 1 heure. Alors, le problème pour certaines personnes est que l'on peut trouver ces longues sorties lentes assez ennuyeuses. Il est donc important de comprendre pourquoi vous devez les faire. Je commence par une citation du professeur Saint-Milan, qui est l'un des plus grands experts mondiaux en matière de métabolisme et qui est l'entraîneur principal de Team
UAE, enfin le team Emirates, et pour un certain Tadej Pogacar, dont vous avez certainement entendu parler. Donc, ce que dit Inigo San Millan, c'est au cours des 18 dernières années, j'ai travaillé avec des athlètes d'endurance professionnelle et de l'élite et d'élite, tels que des cyclistes, des coureurs, des triathlètes, des nageurs et des rameurs, et j'ai pu constater que l'entraînement en zone 2 est absolument essentiel pour améliorer les performances. Donc voilà la parole de l'expert. Pour que cela fonctionne, il est essentiel de s'assurer que vos zones d'entraînement sont exactes. D'après mon expérience personnelle, la plupart des gens pensent que leur zone 2 est en effet beaucoup plus élevée qu'elle ne l'est en réalité. Donc, je présente ici un modèle typique à 5 zones avec les deux marqueurs physiologiques que nous appelons les seuils. Donc, le premier seuil LT1, le premier seuil de lactate, et le deuxième seuil puissance critique ou FTP. C'est à peu près la même chose. N'oubliez pas que tous ces seuils, on peut même les appeler ces soi-disant seuils, sont en effet une fourchette, c'est quasiment des zones, et qui ne sont pas constants, mais qui varient en fonction de votre niveau de forme physique, mais aussi de votre fatigue à court terme. Comment déterminer ces seuils? Alors, le premier seuil, LT1, ou le seuil aérobie, est en haut de la zone 2. La meilleure façon de le déterminer est d'effectuer un test de lactate. Pour cela, il faut aller dans un laboratoire, ça coûte du temps et de l'argent, donc tout le monde ne va pas faire ça, c'est évident. À défaut, vous pouvez utiliser un test de conversation. Si vous ne pouvez pas parler tout à fait normalement à votre compagnon de sortie, vous roulez trop vite. Ou un autre test, c'est de faire, sur un trainer, vous essayez d'identifier le moment où votre respiration commence à s'accélérer lorsque vous augmentez progressivement la puissance. Ça, il faut faire par palier. Et il faut faire très, très attention à votre respiration. À un moment donné, ça va commencer à augmenter lorsque vous avez de plus en plus besoin d'oxygène. Et ça indique que vous avez dépassé cette première seuil. Alors, le deuxième seuil, en haut de la zone 4, peut être déterminé soit par un test de puissance critique, soit par un test de FTP. Donc d'abord, pour la puissance critique, vous pouvez déterminer cela en effectuant 3 efforts maximaux, vraiment des efforts maximaux, hein, à 2 minutes, 6 minutes et 15 minutes environ, hein. Le nombre de minutes n'est pas critique parce que le logiciel va prendre en compte ce que vous faites. Mais l'essentiel, c'est que ce soit maximum. Ensuite, vous utilisez un logiciel tel que Golden Cheetah, qui est un logiciel gratuit, ou un calculateur en ligne également gratuit, et ils vont vous calculer votre puissance critique. Ou l'alternative, ça s'appelle le FTP, le Functional Threshold Power en anglais. Pour cela, vous devez faire un effort maximum de au moins 20 minutes, ou mieux de 45 à 60 minutes. Donc, c'est beaucoup plus dur comme test. Et ensuite, votre FTP, il est entre 93 et 97% de votre puissance à 20 minutes. On ne peut pas être plus précis que ça parce que ça varie d'une personne à l'autre. Ou c'est à peu près 100% de votre puissance à 45 à 60 minutes. Voilà, mais il faut avoir du courage pour faire ces tests-là. C'est pour ça que, personnellement, je préfère la puissance critique, qui donne exactement la même réponse. Voilà, ces lignes courbées-là, ce sont pour montrer qu'en fait, ces seuils sont des fourchettes et pas des figures, pas des valeurs exactes. Alors, une bonne connaissance des zones est essentielle pour obéir à la règle d'or de l'entraînement, qui est s'entraîner correctement. Mais ce n'est pas suffisant. Encore faut-il respecter votre plan d'entraînement et ignorer les autres cyclistes qui vous narguent pour rouler plus vite, qui vous dépassent et qui vous narguent. Rappelez-vous, l'entraînement, ce n'est pas la compétition. Vous vous entraînez pour mieux faire à la compétition. Donc, ce n'est pas la peine de courir après chaque personne qui vous double lors de vos sorties. Pour vous aider à vous entraîner correctement et régulièrement, voici quelques conseils simples, fondés sur la recherche et qui ont fait leur preuve.
D'abord, rédigez votre programme hebdomadaire à la main. Utilisez des verbes actifs. Faites en sorte qu'ils soient mesurables. Et si vous utilisez des rappels visuels, comme des post-it que vous collez sur votre ordinateur ou sur le frigidaire ou peu importe où, renouvelez-les chaque jour, parce que sinon ils deviennent partie du décor et vous ne les voyez plus. Voici donc un exemple du plan hebdomadaire, rédigé à la main, avec des verbes actifs, et tout est mesurable. Donc, effectuez 12 heures d'entraînement cette semaine, y compris rouler 6 heures à faible intensité, rouler 3 heures à faible intensité, faire une séance d'intervalle de 1h30 à haute intensité, et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est juste un exemple. Le vôtre pourrait être assez différent, bien sûr. Donc, on a parlé de l'endurance aérobie. Le deuxième point est de travailler votre durabilité, ce qui est la capacité à fournir des efforts répétés à une intensité relativement élevée. Donc zone 4, voire zone 5. Plus votre durabilité est bonne, plus vous avez des chances de pouvoir rester avec le bon groupe du début jusqu'à la fin, et surtout lors de la dernière montée. Si votre durabilité est très mauvaise, vous n'allez pas pouvoir rester avec eux. Donc il y a trois façons de travailler la durabilité. La première consiste à faire des séances structurées d'intervalles au seuil ou à VO2 max. Vous pourrez, par exemple, et c'est juste des exemples parce qu'il y a plein de structures d'intervalles possibles, mais vous pourrez faire des intervalles de 4 fois 10 minutes, de 8 fois 15 minutes, 5 minutes, ou 12 fois 2 minutes. Donc, lorsque la durée est plus courte, évidemment, le niveau d'intensité est plus élevé. Donc, 5 minutes, ça va être vraiment VO2 max. 2 minutes, ça va être même au-dessus. Vous devriez faire au moins une séance d'intervalle par semaine, mais pas plus que de deux. La deuxième façon de travailler la durabilité est d'augmenter l'intensité vers la fin d'une longue sortie lorsque vos jambes sont fatiguées. C'est un excellent moyen. Donc, vous faites la dernière montée, par exemple, sinon au seuil, en tout cas à un tempo élevé. Et puis, enfin, le troisième est de faire une sortie de club à vive allure, ou même de participer dans une épreuve, un cyclo ou une autre épreuve. Donc, voilà trois moyens de développer votre durabilité. Mais il est important de comprendre ce point-là. Avant de faire une séance d'intervalle intense, il est vraiment important de réaliser que vous ne devez le faire que lorsque votre corps est prêt à l'encaisser. Si vous faites une séance difficile alors que votre corps n'est pas prêt, c'est littéralement une perte de temps, car votre corps n'est pas en mesure de créer les adaptations que vous visez. Comment le savoir? Il n'existe pas de mesure unique qui permette de tout comprendre. La meilleure pratique actuelle consiste à examiner trois mesures distinctes qui portent sur trois aspects différents de votre état de préparation à l'entraînement. D'abord, la fatigue perçue et les courbatures perçues donnent une indication de la progression de la réparation de vos tissus musculaires. Ensuite, la HRV, en anglais Heart Rate Variability, en français la variabilité de la fréquence cardiaque, indique l'état de votre système nerveux autonomique. Et enfin, vous pouvez faire un test de fatigue sous-maximale, dit SFT, qui donne une indication de votre fatigue accumulée et de votre capacité à supporter la charge liée à la déplétion de glycogène dans vos muscles. Alors, malheureusement, nous n'avons pas le temps d'ici d'entrer dans les détails techniques de la variabilité cardiaque ou du test de fatigue sous-maximale, mais si cela vous intéresse, sachez que vous pouvez faire une recherche sur Internet ou regarder nos vidéos sur YouTube sur le sujet. Les mesures subjectives, par contre, sont extrêmement faciles à utiliser. Donc, voici deux échelles que vous pouvez utiliser, tirées de Training Peaks. Et ils évaluent chacun, enfin, le premier évalue votre perception de fatigue et l'autre votre perception de vos courbatures. Vous devrez noter votre ressenti sur les deux échelles
peu après le lever du matin et les utiliser pour adapter votre plan d'entraînement. Soyez honnête, surtout avant une séance intense. Les signaux d'alerte pour reporter une séance intense seraient une combinaison de fatigue à 5 et plus et de courbature à 8 et plus. Si vous avez les deux, il faut reporter votre séance en intervalle. En cas de doute, soyez prudent. Ne tombez pas dans le piège du fameux no gain, no pain. Pardon, no pain, no gain. Il vaut mieux attendre 2-3 jours de plus que de gâcher une séance d'entraînement. Ça, vraiment, ça sert à rien. Donc, pour résumer ce point, surveillez et ajustez votre charge d'entraînement en utilisant vos sensations et peut-être la variabilité cardiaque et un test de fatigue sous-maximale hebdomadaire. Ne soyez pas macho et n'ignorez pas les indicateurs. Revenez en arrière lorsque c'est nécessaire et repensez le plan. Normalement, il suffit de remplacer une séance intense prévue, soit par une séance facile, soit par un repos complet, et de reporter la séance intense pour un jour ou deux plus tard. Donc, on ne perd pas grand-chose. OK, venons maintenant à la nutrition. Il s'agit d'une partie très importante de votre entraînement. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit à ce sujet dans la vidéo de la partie 1. Il s'agit donc principalement d'un rappel. Le premier point est de vous assurer que vous mangez suffisamment pour alimenter correctement votre entraînement. Si vous ne mangez pas assez, vous n'allez pas bénéficier de votre entraînement. Vous allez avoir toutes sortes de problèmes. C'est très important de manger suffisamment. Le deuxième point est de continuer à développer votre capacité à puiser dans la graisse, ce que vous aurez entamé à partir de novembre si vous avez bien écouté mes conseils. Le troisième point est d'entraîner votre tube digestif à absorber suffisamment de glucides pendant la course. Donc, c'est 3 points différents. On va regarder ces 3 points. Tout d'abord, alimenter votre entraînement. J'ai abordé ce sujet en détail, donc la première partie, donc je ne vais pas répéter, mais je rappelle que le plus important est d'une part de manger une grande variété d'aliments non transformés de la meilleure qualité possible, et d'autre part, d'adapter votre consommation à votre dépense énergétique. Lors d'une longue sortie, vous pouvez facilement dépenser 3000 ou 4000 calories que vous devez remplacer. Si vous ne savez pas où trouver ce chiffre est reporté sur Strava, par exemple, ou sur n'importe quel logiciel qui analyse vos entraînements. Et il est très précis. Et si vous avez un capteur de puissance, le calcul des calories est extrêmement précis. Si vous n'avez pas de capteur de puissance, c'est une estimation qui peut avoir des erreurs de 10%, mais bon, ça donne une bonne indication. Ne vous laissez pas tenter par l'idée de perdre du poids pendant lorsque vous vous entraînez dur. Vous pouvez réduire ce que vous mangez sur les jours où vous vous entraînez pas, mais les jours où vous vous entraînez, il faut manger. Vous perdrez peut-être du poids si vous ne mangez pas, mais vous ne profiterez pas de l'entraînement et vous ne serez pas en bonne condition pour vous entraîner à nouveau le lendemain. Donc, vous pensez gagner sur un plan, mais vous perdez sur l'autre, et l'autre, c'est plus important. Alors, j'espère que vous avez développé un peu votre capacité à brûler les graisses au cours des 3 derniers mois. Pour le maintenir, il faut commencer vos longues sorties à faible intensité. Si vous commencez à tempo, vous incitez votre corps à brûler des glucides plutôt que des graisses, et ce dès le départ. Donc, en particulier, si vous commencez votre sortie sans petit déjeuner, donc à jeûne, restez prudent quand même et ne dépassez pas 50% de votre puissance critique ou de votre FTP pendant les 2 premières heures. Ne rien manger pendant les 2 ou 3 premières heures, puis passer rapidement à 60 grammes de glucides par heure ou plus. Alors, l'approche est différente pour les sorties tempo, ou celles à l'allure de course, ou celles avec des intervalles. Là, c'est vraiment une approche de nutrition différente. Vous devez de toute façon être correctement alimenté pour ces sorties, ce qui donne l'occasion d'entraîner votre tube digestif à tolérer les quantités élevées de glucides dont vous aurez besoin lors de la course. Alors, si vous êtes comme la plupart des gens, vous prenez probablement rarement plus de 60 grammes par heure, ce qui équivaut à peu près à 2 bananes ou 2 gels ou 2 barres énergétiques par heure, ce qui est déjà pas mal.
il y a un net avantage pourtant à consommer au moins 90 grammes, car cela permet d'économiser plus de glycogène dans les muscles dont vous avez besoin pour les dernières montées. Donc, expérimentez avec différents aliments et gels pour voir ce que vous convient le mieux. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi boire vos glucides. Une bouteille de boisson énergisante peut contenir jusqu'à 30 grammes selon la concentration. Donc, vous pouvez augmenter progressivement jusqu'à 90, voire même 120. 120, c'est très ambitieux, mais c'est possible. Alors, le quatrième objectif est de vous préparer à l'allure de la course. Au cours des 6 à 8 dernières semaines, vous devrez donc trouver au moins 2 ou 3 occasions pour simuler les conditions de course. Ne faites pas ça tous les week-ends, par contre, parce que de telles sorties sont dures et trop en faire finira par nuire à votre entraînement. Sauf si vous avez vraiment l'habitude, bien sûr. Donc, l'une des possibilités consiste à participer à une bonne vieille sortie de club au cours de laquelle tout le monde se tire la bourre pendant 3 à 4 heures vraiment rapide. L'autre possibilité est bien sûr de vous inscrire à une autre preuve où le résultat n'a pas d'importance et où vous utilisez et que vous utilisez simplement pour tester et expérimenter. Donc là, vous pouvez rouler de façon exprès, vous pouvez rouler trop vite et voir jusqu'où ça va. Toujours dans le cadre de la simulation des conditions de course, vous devez savoir qu'il peut parfois faire très humide au mois de mai dans les Vosges. La course sous la pluie comporte plusieurs défis supplémentaires par rapport à la course par temps sec. Alors, donc, il faut que vous vous assuriez de, de- de vous y préparer, de vous y entraîner. Il n'y a rien de pire que de se retrouver sous la pluie avec des vêtements inadaptés. Et il est donc important de les tester jusqu'à vous trouver les meilleures solutions pour vous. Le deuxième point concerne bien sûr le maniement du vélo, qui est évidemment plus difficile sur les routes mouillées et glissantes et qui nécessite de l'entraînement et de la pratique. Donc, donc il faut le faire. Alors, enfin, parlons un peu de l'importance des compétences techniques. Vous devez travailler sciemment à l'amélioration de ces compétences telles que grimper, descendre, rouler vite en peloton, adapter vos vêtements pendant la sortie, par exemple enlever une veste ou la remettre sur le vélo. Sachez qu'à de rares exceptions près, les personnes qui sont suffisamment rapides pour se qualifier pour les championnats du monde ont toutes d'excellentes compétences en ces domaines. Et que soit vous ne pourrez pas les suivre, soit vous serez un danger pour vous-même et pour les autres si vous n'avez pas un niveau comparable. Donc, il faut absolument travailler toutes ces compétences. Si vous savez que vous avez des faiblesses dans un ou plusieurs de ces domaines, essayez de trouver un entraîneur ou un camarade de club qui puisse vous aider. Bien entendu, si vous participez à l'un de nos stages d'entraînement, nous travaillerons avec vous pour vous aider sur ces points. Enfin, et comme toujours en dernier lieu, mais non des moindres, nous devons parler du travail en dehors du vélo. Si vous roulez si vous voulez rouler vite et fort, vous allez devoir pousser plus fort sur les pédales, hein, c'est évident. Ce qui vous oblige à renforcer vos muscles. Et la meilleure façon de renforcer vos muscles est de le faire en dehors du vélo. C'est malheureux, mais c'est vrai. La préparation physique lors de cette phase sert à maintenir la force que vous aurez, j'espère, développée depuis novembre. Pour ce faire, vous devrez planifier 1 ou 2 séances par semaine en salle, idéalement guidées par un entraîneur spécialisé. Soyez prudent pour limiter le risque de blessure. Les exercices les plus basiques sont les squats, les fentes, les planches, les ponts, etc. Mais il en existe beaucoup d'autres qui sont bénéfiques. L'essentiel est d'apprendre la bonne technique, pour une fois, pour éviter le risque de blessure. Alors, la deuxième partie concerne la mobilité et la souplesse, qui sont vraiment importants si le vélo est votre sport principal, et surtout lorsque vous dépassez l'âge de 40 ans. Je conseille 2 à 3 séances de 20 minutes par semaine, suivant une technique telle que les pilates ou le yoga. Là encore, l'apprentissage d'une bonne technique est essentiel. Choisissez donc un praticien qui connaît le cyclisme et qui ne prend que des petits groupes, ou mieux encore les individus. Et enfin, vous devez
Complétez régulièrement votre entraînement par d'autres activités physiques, telles que la marche avec votre meilleur ami, par exemple, le footing, la natation, etc. Si vous restez assis devant votre ordinateur toute la journée et que le vélo est votre seul sport, vous risquez d'accumuler de graves équilibres et des problèmes musculaires au fil du temps. Donc, soyez prévenus. Une bonne idée, tout simple, consiste à programmer une alarme toutes les heures qui va faire bip bip pour vous faire lever et bouger votre corps pendant juste 2 ou 3 minutes. Et puis, vous planifiez une demi-heure de marche ou de footing, etc., au moment de la journée aussi. Donc voilà, je vous ai donné les principes et les lignes directrices qui devraient vous permettre de bien vous préparer. Rendez-vous le 2 mai pour faire le point et parler de comment faire son mieux le jour de la course. Maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez ces principes, adaptez votre propre plan d'entraînement et puis mettez-le en œuvre. Comme je dis toujours, si vous souhaitez un soutien professionnel, nous sommes là. Nous pouvons vous aider de deux manières complémentaires. Un stage d'entraînement pour un gros bloc d'entraînement ainsi qu'un coaching individuel sur vos compétences techniques et bien sûr de nombreux conseils et astuces. Donc là, on va être en Provence pour 7 jours à partir du 20 avril et on va être bien entendu pour le stage spécifique pour le Grand Fond de Vosges qui commence le 15 mai. Et enfin, vous pouvez nous contacter pour un coaching individuel 1 sur 1 pour bénéficier pour un suivi et des conseils personnalisés au quotidien. Et puis, enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer info@alpinecols.com. Ça me ferait plaisir de vous répondre.